N'oubliez pas de liker la vidéo si vous appréciez notre contenu et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. C'est parti. Ce soir, le Medical Mind va nous parler des hémorragies du troisième trimestre. Et j'ai l'honneur d'être celui-là qui entraînera le débat pendant cette heure, au cours de laquelle nous allons discuter de long en large des différentes étiologies et la prise en charge des hémorragies du troisième trimestre. Alors, la cible ici, c'est les étudiants en médecine 4e, 5e, 6e et 7e année, les médecins généralistes et même les résidents et internes d'obstétrique, de gynécologie et même d'autres spécialités. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de discuter des hémorroïdes du troisième trimestre? Deux choses sont importantes. Les prérequis ici sont l'anatomie de l'utérus gravite, c'est-à-dire l'utérus de la femme enceinte, et la physiologie de la grossesse normale. Donc, les objectifs que nous fixons à la fin de cet entretien seront de définir ce que c'est qu'une hémorragie du troisième trimestre de la grossesse, de citer les trois principales causes d'hémorragie du troisième trimestre, de poser les signes cliniques de ces trois principales causes et de conduire la prise en charge d'une hémorragie du troisième trimestre. Alors, nous allons aborder le plan ci-après. Nous allons introduire notre sujet, puis, après avoir élaboré les généralités, nous allons discuter de la classification des hémorragies du troisième trimestre et enfin, nous allons conduire les hémorragies du troisième trimestre obstétricales les unes après les autres. Pour introduire notre propos, nous allons dire que les hémorragies du troisième trimestre sont des urgences obstétricales. Elles sont des urgences et le plus souvent, elles signent une complication grave de la grossesse. Elles sont associées à un pronostic maternel et périnatal qui est greffé d'une morbimortalité élevée. C'est pourquoi nous avons jugé important de débattre ce soir de ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on entend par hémorragie du troisième trimestre? On appelle hémorragie du troisième trimestre tout saignement extériorisé par voie vaginale qui provient du tractus génital de la femme à partir de la 28e semaine d'aménorrhée. Ça sous-entend que le troisième trimestre de la grossesse débute à la 28e semaine d'aménorrhée et que tout saignement qui surviendra chez une femme enceinte à partir de 28 semaines sera considéré comme étant une hémorragie du troisième trimestre de la grossesse. Quel est l'intérêt que nous avons de discuter de ce sujet? D'abord, l'intérêt ici est triple. Tout d'abord, épidémiologique. Parce qu'il est su aujourd'hui que 2,7 à 3,9% des grossesses vont évoluer vers une hémorragie du troisième trimestre. Ça veut dire que sur 100 femmes enceintes, on a 3 à 4 qui vont avoir une hémorragie du troisième trimestre. Et au Cameroun, une étude qui a été menée en 2017 a démontré que 13,1% des pathologies obstétricales qui ont été admises dans les services de réanimation étaient des cas d'hémorragie du troisième trimestre. Donc, cela revêt de l'importance du sujet. L'intérêt également, il sera diagnostique parce que les hémorragies du troisième trimestre se présentent sous diverses formes cliniques. Donc, il est important ici de savoir reconnaître chacune d'entre elles. Et l'intérêt également pronostique parce que, comme je l'ai dit dans le jeu, les hémorragies du troisième trimestre sont greffées d'une morbimortalité maternelle et périnatale qui n'est pas du tout négligeable. Alors, ce qu'il faut savoir ici en rappel, j'ai dit dans les prérequis qu'il y avait deux choses qu'il fallait maîtriser, c'était l'anatomie de l'utérus gravite et la physiologie de la grossesse. Donc, en rappel, nous sommes maintenant nous attarder uniquement sur les rappels anatomiques de l'utérus gravite. Alors, l'utérus normal est fait de trois parties, le corps, l'isthme et le col. La différence avec la grossesse, c'est qu'il y a des modifications qui sont faites. L'utérus gravite, lui, il sera fait ATM du corps utérin, du segment inférieur et du col utérin. Le corps utérin, lui, aura une modification structurale de l'endomètre qui va devenir acaduque pour permettre l'anidation et l'élévation trophoblastique. Et on aura une augmentation de l'épaisseur de la paroi. L'épaisseur de la paroi de l'utérus gravite est d'environ 3 cm.
qui va nous servir d'un moteur puissant pour les contractions utérines. Ça, c'est les principales modifications qui sont importantes pour nous ici. Alors, le rappel le plus important de notre sujet, c'est le segment inférieur. Le segment inférieur, c'est cette partie basse amincie de l'utérus gravite qui remplacera l'isthme à partir de la 20e semaine, c'est-à-dire à partir de 6 mois de grossesse. L'isthme va disparaître pour former ce qu'on va appeler le segment inférieur. Le segment inférieur, c'est une entité qui vient avec la grossesse et qui disparaît avec elle. Elle fait à peu près 8 cm de longueur, 10 cm de largeur. Et c'est la partie qui ne se contracte pas. C'est pour ça que c'est le choix, la zone de choix pour les hystérotomies. Le rôle du segment inférieur, c'est de transmettre les forces de contraction qui viennent du corps au col utérin. Le souci, c'est que c'est également le lieu de prédilection des ruptures utérines. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment l'entité anatomique la plus importante de notre sujet. Le col de l'utérus, lui, va jouer un grand rôle dans la parturition parce qu'il va s'effacer, se dilater pour permettre la sortie du fœtus et des annexes. Alors, les hémorragies du troisième trimestre, comment est-ce qu'on les regroupe? On les regroupe en deux principales causes. On a les causes obstétricales et les causes non obstétricales. Les causes obstétricales sont multiples et variées. Elles vont par de fréquence du placenta prévia au bouchon biologique. Donc, les causes obstétricales, nous avons le placenta prévia, le placenta abruptio ou encore l'hématome rétroplacentaire, la rupture utérine, l'hémorragie de Benckiser, le vasa prévia étant l'insertion des vaisseaux au niveau du segment inférieur, l'hématome déciduaire marginal et le côté hémorragique. D'un autre côté, toutes les hémorragies du troisième trimestre ne sont pas forcément dues à une cause obstétricale. Il pourrait avoir des causes qui ne sont pas liées à la grossesse, qui entraîneraient un saignement chez une femme au troisième trimestre. Parmi ces causes, bon, c'était les polypes, les condylomes, les coprions, qui est une inversion de la muqueuse endocervicale, les traumatismes cervico-vaginaux et de manière vraiment exceptionnelle, un cancer du col de l'utérus. Donc, ce qu'il faudrait savoir, c'est que tout au long de notre présentation, nous allons nous attarder uniquement sur les causes obstétricales des hémorragies du troisième trimestre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire devant une hémorragie du troisième trimestre? Comment est-ce qu'on reconnaît une ou l'autre des formes cliniques? Comment est-ce qu'elles sont prises en charge? C'est ce que nous allons développer dans le chapitre suivant, qui est le plus important de notre présentation. La première hémorragie dont nous allons parler, c'est le placenta prévia. Alors, le plan qui sera suivi tout au long de ces différentes formes cliniques, nous allons commencer par une définition, élaborer les facteurs de risque. S'il y a une classification à faire, nous la ferons. Nous allons présenter comment est-ce que le diagnostic se pose et les éléments de la prise en charge avant d'évoquer les pronostics de chacune des formes cliniques des moyens 30 trimestres. Alors, la première forme clinique, ce sera le placenta prévia. Et dans notre contexte, le placenta prévia, c'est la première cause d'hémorragie du troisième trimestre. Je sais que dans certains pays africains également, c'est la première cause d'hémorragie du troisième trimestre. Alors, qui est exposé à avoir un placenta prévia? Quelle femme est exposée à avoir un placenta prévia? C'est-à-dire, quels sont les facteurs de risque de placenta prévia? Le premier facteur, c'est un antécédent de placenta prévia. La multiparité également est un facteur prédisposant à un placenta prévia. L'âge maternel avancé, l'antécédent de césarienne, l'antécédent de manœuvres endo-utérines comme les aspirations, les curetages, les antécédents d'endométrite, qui sont les infections de l'endomètre, les grossesses multiples, les fibromes sous-muqueux, les malformations utérines et le tabac. Le plus souvent, toute pathologie qui entraîne une anémie, un défaut de perfusion chez la femme pourra prédisposer à un placenta prévia, comme le tabac, comme l'anémie maternelle, comme la drépanocytose.
ce seront là également d'autres facteurs de risque de placenta prévia. Il faut noter que cette liste n'est pas du tout exhaustive. Le diagnostic se pose sur 3 critères. Le critère anamnestique, le critère clinique et le critère paraclinique. Ça, c'est également un moment d'apprentissage pour les étudiants. Chaque fois qu'on dira diagnostic, il faudra toujours ressortir les critères anamnestiques, cliniques et paracliniques. Alors, qu'est-ce que je cherche à l'anamnèse d'une patiente pour me dire qu'elle présenterait un placenta prévia? Première chose, c'est identifier les facteurs de risque de placenta prévia qu'elle pose. Est-ce que cette patiente a une anémie chronique? Est-ce qu'elle est drépanocytaire? Est-ce qu'elle a un âge maternel avancé? Est-ce qu'elle fume? Est-ce qu'elle ne mutie pas? Est-ce qu'elle a un sein de césarienne? Est-ce qu'elle a une grossesse multiple? Donc, chez notre patient, il faudra premièrement évaluer les facteurs de risque, autant pour moi. Deuxième chose, dans son histoire, c'est une patiente qui va nous présenter une histoire de saignement pervaginal rouge vif, sans douleur, multi-épisodique. Ça voudrait dire que la patiente va nous dire que elle n'est pas à son premier, elle pourrait ne pas être à son premier épisode de saignement. Si nous la voyons peut-être à terme et autres, elle pourrait nous dire oui, premier épisode de saignement était minime, deuxième était un peu plus abondant, ainsi de suite. Et ces épisodes de saignement vont généralement commencer lorsque le saignement inférieur sera formé. Pourquoi? Parce qu'au cours du placenta prévia, ce qui se passe, c'est que l'hémorragie est due au fait que dans la formation du saignement inférieur, il y aura ce petit décollement du placenta qui va ouvrir les sinus veineux de l'aqueduc et qui va entraîner le saignement. Et on a dit ici que le saignement inférieur se formait à partir de la 20e semaine. Donc, le plus souvent, c'est à partir de 8 semaines qu'elle va vous dire j'ai commencé à saigner. Un peu plus tard dans la grossesse, avec le début de Barson X, également, elle pourra déclarer un saignement. À la clinique, on aura le premier épisode de saignement qui sera entre la 20e et la 30e semaine. On n'aura pas de contraction utérine. C'est un saignement indolore, comme on l'a dit plus haut. Les bruits du cœur du fœtus seront le plus souvent présents. Au spéculum, nous allons identifier un saignement d'origine endo-utérine. Et je l'ai mis en rouge, le toucher vaginal est contre-indiqué. Il faut au maximum éviter de réaliser un toucher. Pourquoi? Parce qu'en insérant les doigts à travers l'orifice cervical, nous avons la possibilité d'aller aggraver le saignement. Donc, le toucher vaginal doit être déconseillé, évité au maximum lorsqu'on examine une patiente qui présente une hémorragie du trimestre chez qui on suspecte un placenta prévia. Le diagnostic paraclinique se pose à l'aide de l'échographie obstétricale. Vous allez m'excuser pour la petite erreur, il manque E obstétricale. Alors, l'échographie obstétricale confirme le diagnostic dans 90% des cas. Et nous pouvons classer donc les placenta prévia en 4 types. Il y a des placenta prévia qui seront dits mineurs, d'autres qui seront dits majeurs. Alors, le type 1, c'est un placenta prévia qui est latéral. Il faut noter qu'on a le 1A, le 1B. 1A pour latéral antérieur, 1B pour latéral postérieur. Ici, dans ce cas de figure, le placenta est inséré à distance de l'orifice interne du col. Si vous voyez sur l'image devant nous, on voit au stage 1 que le placenta qui est en bleu est inséré à distance de l'orifice interne du col. S'il est sur la face antérieure, c'est le 1A, sur la face postérieure, c'est le 1B. Dans le type 2, le placenta est marginal, c'est-à-dire qu'il se trouve à la marge de l'orifice interne du col. Dans le 2A, il est en antérieur et dans le 2B, il est en postérieur. Dans le type 3, le placenta recouvre partiellement l'orifice interne du col. Et dans le type 4, il recouvre l'orifice interne du col dans sa totalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que les placentas 1A, 1B et 2A sont dits placenta prévia mineurs.
Les placentas 2B, 3, 4 sont des placentas majeurs. Je tiens à préciser que le 3 également a la forme antérieure et postérieure et le 4. Comment est-ce qu'on prend en charge un placenta prévia? Je tiens à préciser avant toute chose que la prise en charge d'une hémorragie est multidisciplinaire. Elle fait appel à la réanimation et à l'obstétricien. Il faudrait savoir que, avant toute chose, il faudrait débuter des mesures de réanimation. Je n'ai pas mis l'accent dessus dans ma présentation, mais je le dis. Quand on a un patient qui présente un saignement, la première des choses à faire, c'est de le conditionner. Les voies veineuses, remplissage vasculaire, transfusion sanguine au besoin, avant les autres modalités de prise en charge obstétricale, les mesures obstétricales. Donc, ici, après avoir évoqué les mesures de réanimation, nous sommes appesantis sur les mesures de prise en charge obstétricale. Qu'est-ce qu'on fait donc sur le plan obstétrical? Ça veut dire que notre patient est venu pour saignement, elle a ses voies veineuses. Ses paramètres vitaux sont surveillés. Qu'est-ce qu'on fait? Toute hémorragie qui met en jeu la vie de la patiente sera prise en charge en urgence par une césarienne. Ça veut dire qu'une patiente qui vient pour placenta prévia hémorragique qui menace la vie de la mère, ce sera une césarienne d'urgence. On ne va pas essayer de faire une autre, peu importe le type de placenta qu'on a. Alors, le mode d'accouchement en dehors de l'urgence vitale sera fonction de la classification qui a été évoquée au-dessus. La voie basse sera préconisée dans les placentas de type 1 à 2A, c'est-à-dire dans les placentas prévia mineurs. Et les types 2B, 3 et 4 seront accouchés préférentiellement par césarienne. La prise en charge également est fonction de l'âge gestationnel. Une placenta prévia qui saigne à moins de 34 semaines, la césarienne sera préférée à la voie basse. Il faut noter maintenant que ce n'est pas tout placenta prévia qui sera accouché en urgence. C'est-à-dire, si on a une patiente qui vient nous en urgence, qui relate un saignement qui n'est pas actif au moment où nous la recevons, qui a des paramètres vitaux qui sont satisfaisants, il est possible que nous fassions un traitement conservateur. Le traitement conservateur, ici, c'est devant 3 choses. Si on a un prématuré, si le travail n'a pas commencé, c'est-à-dire la patiente n'est pas en travail, et si le fœtus et l'état maternel ne sont pas préoccupants. Qu'est-ce qu'il faut donc faire dans le cas de traitement conservateur? C'est d'hospitaliser la malade, la mettre au repos, de faire une surveillance, tout en se préparant pour une chirurgie d'urgence. Ça veut dire que je vais conditionner ma malade, préparer la chirurgie, faire le bilan préopératoire, me rassurer de la disponibilité du kit opératoire pour que, en cas de saignement, encore durant sa grossesse, qu'elle puisse être prise en charge en urgence. Quelles sont les complications du placenta prévia? Elles sont à la fois maternelles et fœtales. Sur le plan maternel, on peut avoir une insuffisance rénale aiguë après hémorragie, un choc hémorragique, une anémie, un placenta accreta, une endométrite, un syndrome de Sheehan. Complications fœtales seront la prématurité, l'anémie fœtale et même l'hypertrophie fœtale. Le pronostic de placenta prévia est meilleur que dans les placentas à abortion. La mortalité fœtale est entre 5 et 10%. Et les études montrent que dans la grande majorité des cas, la mortalité maternelle en cas de placenta prévia est quasiment nulle. Ça veut dire que très peu, sinon presque aucune femme ne décède de placenta prévia. Après avoir donc parlé de long en large du placenta prévia, nous allons développer maintenant la deuxième forme clinique de hémorragie trimestre, le placenta abortio. Placenta abortio, c'est la deuxième cause d'hémorragie. Placenta abortio, c'est quoi? C'est le décollement prématuré d'un placenta normalement inséré à partir de la 20e semaine de grossesse. Quels sont les facteurs de risque du placenta abortio?
l'âge maternel élevé, l'hypertension artérielle, l'ischémie placentaire, les infections amniotiques, les vascularites, le traumatisme abdominal, autant pour moi, la rupture prématurée des membranes, les troubles thrombotiques. Mais je voudrais préciser que dans notre contexte à nous, les deux principaux facteurs de risque d'hémorragie du placenta abruptio sont l'hypertension artérielle, c'est-à-dire la prééclampsie, et les traumatismes abdominaux. Donc, devant toute suspicion de placenta abruptio, il faudra rechercher prioritairement une hypertension et un traumatisme abdominal. Le placenta abruptio, les formes cliniques sont classées selon Scher. La classification de Scher met en évidence 3 grades. Le Scher 1, le Scher 2 et le Scher 3. Le Scher 1, ce sont des métrorragies minimes isolées. Le Scher 2, on a des signes cliniques qui sont francs et le fœtus est vivant. Dans le Scher 3, le fœtus est décédé. Il est mort, on est mort fetal in utero. Dans le Scher 3, on n'a pas de trouble de la coagulation. Et dans le Scher 3B, on a des troubles de la coagulation. Cette classification faite, nous pouvons donc présenter le diagnostic du placenta abruptio. Alors, quand on a le placenta prévia, on recherchera d'abord les facteurs de risque. Est-ce que ma patiente présente un facteur de risque de placenta abruptio? Est-ce qu'elle a une prééclampsie? Est-ce qu'elle a eu un traumatisme? Est-ce qu'elle a une rupture des membranes de grande abondance? Ensuite, dans son histoire de la maladie, c'est un saignement noirâtre de faible abondance qui est monoépisodique. Contrairement au placenta prévia où on avait dit que c'est un truc qui est multi-épisodique qui commence à la 28e semaine avec la formation du segment inférieur, dans le placenta abruptio, c'est un saignement le plus souvent monoépisodique qui est associé à une douleur abdominale brutale, permanente, de poignard. Oh, C'est-à-dire que la patiente déclare avoir reçu une douleur brusque. À la clinique, on a une patiente qui sera plus ou moins en état de choc. Nous allons noter une contracture utérine. On aura un utérus de bois. C'est un utérus ferme, dur, qui ne se relâche pas. Les bruits du cœur du fœtus sont le plus souvent absents. Ou alors, le fœtus peut encore être en vie. À l'examen gynécologique au spéculum, on aura un sang noirâtre qui viendra de la cavité utérine qui sera incoagulable. Le diagnostic paraclinique sera posé par l'échographie obstétricale qui va confirmer le diagnostic, rechercher la vitalité du fœtus et qui permettra de faire le différentiel avec son principal opposé qui est le placenta prévia. Qu'est-ce que je fais devant un placenta abruptio? Quelle est la conduite à tenir? 1. Les traitements ici sera fonction de la classification de Scher. Comme j'ai dit dans le prévia, on commence par les reçus de réanimation. Toujours, on conditionne notre malade. Elle a ses voies veineuses, de sécurité, de message vasculaire. Et maintenant, on cherche à savoir dans quelle catégorie on se trouve. Si on a un Scher ou un Scher 2, après avoir débuté notre réanimation, on doit faire accoucher la patiente le plus rapidement par la voie. Si nous avons une patiente qui est en Scher 1 ou Scher 2, on commence par les mesures de réanimation, on a conditionné notre patiente, elle a ses voies veineuses et on la fait accoucher par la voie la plus rapide. Si notre patiente a un stade avancé de son travail, c'est-à-dire elle est en phase active 8 cm, 9 cm, on la fait accoucher par la voie. Si on a une patiente qui est en début de travail, qui est en phase de latence, on la fait accoucher par une césarienne. Si on a un patient qui est en Scher 3A,
c'est-à-dire, on a les signes francs de placenta abruptio, on a le fœtus qui est mort, on va débuter notre mesure de réanimation et on va l'accoucher également par la voie la plus rapide. Par contre, dans le chair 3B, première des choses à faire, c'est de corriger les troubles de la coagulation. Alors, une petite astuce. On peut être en zone reculée et ne pas avoir le moyen d'évaluer la coagulation, ne pas faire une NFS, ne pas faire un TP, un TCK. On peut faire un temps de coagulation au lit du malade. Ça veut dire que on prélève le sang du malade dans une seringue et on regarde après combien, au bout de combien de minutes le sang va coaguler. Le sang devait coaguler entre 3 et 5 minutes. On a une patiente chez qui on prélève du sang et qui, au bout de 20 minutes, n'a pas coagulé, on sait qu'elle a un trouble de la coagulation. Alors, elle, on la classe en chair 3B. Qu'est-ce qu'il faut faire chez elle? Avant de la faire accoucher, il faut corriger les troubles de la coagulation. Parce qu'en essayant de la faire accoucher avec les troubles de la coagulation, on s'expose à une hémorragie du postpartum par CIVD et qui sera très difficilement rattrapable. Donc, comment est-ce qu'on la réanime? C'est du plasma frais congelé ou c'est du sang total frais dans le but de corriger les troubles de la coagulation chez notre patiente parce qu'elle est exposée à une coagulopathie de consommation. Et après avoir corrigé les troubles de la coagulation, on la fait accoucher par la voie la plus rapide. Là, maintenant, il y a des écoles qui sont opposées. Certaines écoles trouvent qu'il est plus prudent de la faire accoucher par la voie basse parce qu'on pourrait ne pas contrôler le saignement en péri-opératoire. D'autres écoles pensent que c'est mieux de la faire accoucher par césarienne après avoir corrigé les troubles de la vasculation pour corriger le trouble qui est lié à l'hématome. La modalité définitive, c'est de faire sortir le fœtus et le placenta de la cavité utérine. Quelles sont les complications du placenta abruptio? Les complications peuvent être maternelles une fois de plus et fœtales. Les complications maternelles sont le choc hémorragique, les coagulopathies de consommation, on l'a déjà dit. Coagulopathie de consommation pour la simple raison que en regard il y aura une décession du placenta et un hématome qui va se constituer. Donc, cet hématome qui se constitue là-dedans va faire appel au facteur de coagulation, aux plaquettes, et un thromboplasmine sera sécrété qui va aller dans la circulation et qui va entraîner ces troubles. Si on dit choc hémorragique, on dit hypoperfusion rénale, donc insuffisance rénale aiguë. Et la complication l'une des conditions les plus redoutables du placenta abruptio, c'est l'utérus ocuvulaire. Alors, l'utérus ocuvulaire, c'est quoi? C'est une infiltration myométriale. Donc, ça veut dire de manière simple, pour que ce soit compris facilement. On a la musculature utérine qui est infiltrée par du sang. Donc, cet hématome, ce sang qui était en regard du placenta, va infiltrer le myomètre. Et on aura dans l'utérus qui a un aspect bleuté, violacé. C'est ça l'utérus ocuvulaire. Et sur le plan fœtal, on peut avoir une prématurité, une mort fœtale in utero, comme on l'a dit, le plus souvent, il n'y a pas de bruit du cœur du fœtus. La mortalité maternelle n'est pas nulle dans le placenta abruptio. On parle de 3 à 5% de décès maternels. Et la mortalité fœtale est plutôt élevée. On l'a bien dit que le plus souvent, les bruits du cœur sont absents. On a à peu près 45% de mortalité fœtale. Donc ça, c'est une erreur qu'on va corriger. Alors, après avoir évoqué le placenta abruptio et le placenta prévia, je vais m'arrêter 1 minute pour faire un résumé pour comment différencier l'un de l'autre. Les premiers, avant de parler de rupture utérine, comment est-ce que je différencie le placenta prévia du placenta abruptio? Premièrement, à l'anamnèse, les facteurs de risque ne sont pas les mêmes. On identifie les facteurs de risque de l'un ou de l'autre des pathologies. Deuxième chose, l'histoire du saignement. Dans le placenta prévia, on a un saignement qui est le plus souvent
multi-épisodique de sang rouge vif sans douleur. Dans le placenta abruptio, on a un saignement mono-épisodique noirâtre avec douleur. Deuxième chose, à la clinique, dans le placenta prévia, on a un utérus qui est souple. On n'a plus souvent pas d'activité utérine et on a les bruits du cœur du fœtus qui sont le plus souvent présents. Dans le placenta abruptio, on a une contracture utérine permanente. Le ventre est dit ventre de bois et le plus souvent, les bruits du cœur du fœtus ne sont pas présents. À l'examen obstétrical, dans le prévia, on a un saignement qui est rouge vif et dans l'abruptio, on a un saignement noirâtre. L'échographie obstétricale nous permettra de différencier l'une ou l'autre des formes cliniques. Donc, je voudrais, avant de continuer, faire cette précision-là. Comment on différencie l'un de l'autre? Parce que les deux sont les premières causes d'hémorragie du troisième trimestre. Alors, après avoir fait ce petit commentaire, je continuerai donc avec la troisième forme d'hémorragie du troisième trimestre. On avait dit dans nos objectifs qu'il fallait être capable de connaître les trois principales causes d'hémorragie du troisième trimestre. La troisième cause, c'est la rupture utérine. La rupture utérine, c'est quoi? C'est une solution de continuité non chirurgicale qui est spontanée ou traumatique, complète ou incomplète, qui peut survenir avant le travail ou pendant le travail, et c'est une urgence obstétricale. J'aimerais dire une urgence obstétricale extrême qui est exposée à une rupture utérine. Les facteurs de risque sont lesquels? Premier facteur de risque, c'est l'utérus cicatriciel. Deuxième facteur, c'est la multiparité. Pourquoi la multiparité? Parce que l'utérus, à chaque grossesse, se fibrose. Dans l'utérus d'une femme, d'une primigeste, d'une primipare, d'une nulipare, n'est pas aussi, l'utérus d'une multipare, autant pour moi, n'est pas aussi élastique que l'utérus d'une primipare. Parce qu'à chaque grossesse, l'utérus va se fibroser, il va se cartonner un peu, je vais dire ça comme ça pour que vous compreniez pourquoi est-ce que la multiparité pourrait entraîner une rupture utérine. Les manœuvres obstétricales, les manœuvres de version interne, de version externe sont potentiellement pourvoyeuses de rupture utérine. Les dystocies mécaniques, les disproportions céphalopelviennes, les anomalies de la placentation, les antécédents de manœuvres endotérines comme les curettages, les malformations utérines sont pourvoyeuses de rupture utérine. Je voudrais ajouter quelque chose qui est très fréquent dans notre contexte. Il y a l'utilisation d'ocytocine, les utérotoniques. L'ocytocine, les prostaglandines sont également associées à un fort taux de rupture utérine. Il y a d'autres pratiques qui sont faites dans des zones reculées. On a les pressions sur l'utérus, parfois pendant l'expulsion. Vous allez voir une patiente qui a fait expulsive, il y a une personne qui se met en haut pour exercer une pression sur l'utérus dans le but d'aider la patiente à expulser. Ces manœuvres-là également sont pourvoyeuses de rupture utérine. Une fois les facteurs de risque identifiés, comment se pose le diagnostic? Première chose que j'ai mise ici, c'est le syndrome de pré-rupture. Quand est-ce qu'on sait que notre patiente va rompre son utérus dans les minutes qui suivent? 1. On a un travail qui stagne. 2. On a une hypercinésie utérine, le tachysystole. On a des contractions qui sont très rapprochées et qui ne se relâchent pratiquement plus. Une femme en travail commence à avoir 6 contractions, 7 contractions. Il faut craindre chez elle une rupture utérine imminente. L'anneau de Bandel, excusez-moi, je n'ai pas mis d'image, mais cette dépression abdominale qu'on voit. Ici, on dit que l'abdomen est en sablier. Le sablier, c'est cet outil qu'on utilisait pour compter le temps avant. Si vous avez vu Fort Boyard, ceux qui connaissent Fort Boyard, bien qui ont vu Dragon Ball Z, il y a souvent un petit truc avec du sable qu'on utilise pour compter le temps. On aura l'utérus qui aura cette forme-là. C'est ça qu'on appelle l'anneau de Bandel. On aura une douleur au segment inférieur, parce qu'on vous dit qu'elle a mal. Elle a mal au niveau du segment inférieur. Ou alors une patiente qui déclare avoir, en dehors des contractions, une douleur à la cicatrice. Ça, c'est dans l'utérus cicatriciel.
Également, c'est très important à suivre, c'est le pot maternel. Parce que la tachycardie maternelle également est un signe de pré-rupture utérine. Une fois qu'on a vu ces signes, qui donc présente, comment on peut rechercher les facteurs de risque, comme ça se fait depuis le début. On a une personne qui va décrire une augmentation de la douleur des contractions utérines avec une sensibilité suspubienne. Ça décrit une douleur au niveau du segment inférieur. L'arrêt brutal de contraction utérine. Nous sommes en salle d'accouchement, en salle de travail, autant pour moi. On a une patiente qui se tord de douleur et qui subitement décrit n'avoir plus aucune douleur. Jusqu'à preuve de contraire, il faudra craindre une rupture utérine chez elle. On a un saignement vaginal ou l'apparition d'urine hématique et l'absence de mouvement photo. Donc la patiente vous dit qu'elle semble le bébé bouger. À la clinique, les paramètres vitaux de la patiente pourront être altérés. On peut avoir un choc hypovolémique. La parole abdominale sera souple, on n'aura plus de contraction. On aura une douleur à la palpation de l'utérus, une douleur au creux de l'ombilic qui signe ici une irritation périnéale. Le fœtus, les parties fœtales pourront être palpées sous la peau. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une palpation abdominale, on a l'impression de palper l'épaule des parties fœtales. Et on a la présentation qui sera réascensionnée. C'est-à-dire qu'on avait présent, on avait un patient qui était à une station -2, -1, même 0. On a subitement l'impression que la présentation est remontée. Au toucher vaginal, on n'aura plus de bruit de cas du fœtus le plus souvent. Au toucher vaginal, on aura difficilement la présentation et la parasynthèse 15 examen paraclinique nous permettra de mettre en évidence un hémopéritoine. La rupture utérine doit être prise en charge de manière collégiale. C'est une prise en charge multidisciplinaire qui fait appel aux réanimateurs, aux obstétriciens, parfois même aux chirurgiens, ça peut être des urologues, parce que parfois on a les ruptures utérines, on peut avoir des lésions vésicales, des lésions urétérales. Donc, on peut faire appel à un spécialiste, un chirurgien urologue. Première chose à faire, c'est réanimation, comme dans tous les hémorragies. Voies veineuses, sonde urinaire en condition de patient, oxygénothérapie au besoin, transfusion sanguine et laparotomie d'urgence. Ici, le plus important, c'est de sauver la mère. Si on peut sauver la mère et le bébé, tant mieux. Mais la personne qu'il faudra sauver en priorité ici, c'est la mère. Donc, laparotomie d'urgence. Alors, la laparotomie, tout dépendra de la déchirure, de son extension et autres. On pourra faire un traitement conservateur ou un traitement radical. Tout devra dépendre, ce sera au cas par cas. Il peut arriver dans les ruptures utérines, on fasse une hystérectomie, d'hémostase. Et si cela est possible, qu'on fasse tout simplement une réparation de la brèche. Les complications maternelles des ruptures utérines, ces ruptures utérines sont le choc hémorragique, l'anémie, les lésions vésicales, la stérilité, le syndrome de Sheehan, le décès maternel. Et les conditions fœtales peuvent être le décès fœtal, l'asphyxie fœtale, l'anémie fœtale. 6 à 7% des ruptures utérines se soldent par un décès maternel. Donc, 7 femmes sur 100 vont mourir à la suite d'une rupture utérine. Alors que pratiquement 80% des fœtus vont décéder. Donc, vous comprenez avec moi que la rupture utérine est une urgence extrême et a un gros rôle dans la mortalité maternelle et néonatale et infantile. Et néonatale et périnatale, autant pour moi. Alors, après la rupture utérine, on a parlé des 3 grandes étiologies d'hémorragie pour le 3e trimestre. On va passer en revue les autres hémorragies obstétricales, comme l'hémorragie de Bennett-Kisser, qui est une hémorragie fœtale par dilacération d'un vaisseau prévia lors de la rupture des membranes. L'hémorragie de Bennett-Kisser, de manière simple, c'est la rupture du vasa prévia.
Le vasa prévia, comme je l'avais dit, c'est les vaisseaux qui sont insérés au niveau du segment inférieur. Donc, lors de la rupture des membranes, ces vaisseaux seront décollés et on aura cette hémorragie-là. Ici, c'est le fœtus qui saigne, ce n'est pas la mère. Ça va expliquer la présentation clinique parce qu'on aura des hémorragies de sang rouge vif, sans douleur, qui se viendront après la rupture des membranes, qu'elle soit spontanée ou qu'elle soit artificielle. L'état maternel sera conservé, mais ici, on aura une souffrance fœtale immédiate parce que dès que la membrane va se rompre, c'est le sang fœtal qui va être extériorisé. Et le plus souvent, le fœtus, malheureusement, sera perdu au cours du travail. Alors, la prise en charge en urgence, c'est une césarienne pour sauvetage fœtal si elle est vue tôt. L'hématome décidual marginal, qui est une autre forme de hémorragie du troisième trimestre, ici est tout simplement le décollement d'une portion périphérique du placenta normalement insérée, c'est-à-dire une petite partie du placenta va être décollée va être décollée. On aura une hémorragie de faible abondance de sang rouge vif qui pourra se répéter. Les sanges fœto-maternels sont peu perturbés et le pronostic est le plus souvent bon. La prise en charge consiste à un repos avec surveillance en milieu intra-hospitalier. Le bouchon muqueux hémorragique ou le IV chaud, qui est également appelé bloody show, c'est un mélange de sang et de mucus. C'est l'un des 3 signes du début du travail avec les contractions utérines et la rupture de la poche des os. Ici, l'hémorragie est secondaire à un décollement des vaisseaux sanguins endocervicaux, à une rupture des vaisseaux endocervicaux au fur et à mesure qu'on a l'effacement et la dilatation du col. En somme, qu'est-ce que nous devons retenir donc de notre exposé d'aujourd'hui? C'est que les hémorragies du troisième trimestre sont des urgences parce elles sont greffées d'un pronostic maternel et fœtal qui n'est pas négligeable. Les étiologies sont dominées par le placenta prévia, le placenta abruptio et la rupture utérine. La prise en charge est multidisciplinaire et le suivi de grossesse revêt d'une importance capitale parce que lors du suivi de la grossesse, dans les volets du contact prénatal et à la préparation à l'accouchement, il y a le conseiller. Donc, ça veut dire si la grossesse est suivie, on peut savoir qu'il y a un placenta prévia, on peut savoir qu'il y a une hypertension qui doit être corrigée, les signes qui doivent ramener la patiente à l'hôpital en urgence. Donc, c'est important également de suivre la grossesse car le suivi de grossesse permet de réduire de manière considérable les complications de la grossesse. Sur ce, je tiens à vous remercier pour votre aimable attention et nous sommes à l'écoute pour vos questions. Je vous remercie. Là, Julien, tu peux passer la parole pour les questions. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir et merci beaucoup, Dr. Henry, pour votre présentation. Nous sommes étudiantes Flora Mala à la FMSP de Douala. Bon, j'ai 2 préoccupations. La première, c'est par rapport à l'utérus couvulaire, en fait. Est-ce que l'hématome va se résorber avant d'infiltrer le myomètre ou bien c'est la création de cette brèche-là qui va permettre que le sang soit perdu à travers les vaisseaux qui constituent l'hématome avant de... Une autre constituant va pénétrer dans le myomètre. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, je voudrais comprendre comment les anomalies de la placentation peuvent entraîner une rupture utérine ou bien c'est un antécédent qui a peut-être entraîné une césarienne antérieure. Merci. Alors, par rapport à l'utérus couvulaire, si j'ai bien compris ta question, tu veux savoir comment le sang se retrouve dans le myomètre. Oui, Alors, ce que ça veut dire, c'est l'hématome qui se constitue ne s'arrête pas. Puisque quand il a commencé à décoller, il y a les vaisseaux qui saignent, l'hématome se constitue jusqu'à ce que vous retirez le placenta. Là, on est d'accord.
D'accord, docteur. Là, on est d'accord déjà. Là, jusque-là, on se comprend. Oui, ça va en fait. Je voudrais savoir si c'est l'hématome en fait qui se résorbait ou bien c'est le sang qui continuait de couler. Plus l'hématome se constitue, plus il se forme, plus il y a une extravasation de sang dans le muscle. Puisque l'hématome est entre l'aqueduc et le placenta, donc au fur et à mesure que l'hématome se constitue, il va être extravasé, il y aura une extravasation au muscle au muscle utérin, au myomètre, si tu vois bien la composition, les couches de l'utérus, l'endomètre, l'aqueduc, l'endomètre qui devient l'aqueduc pendant la grossesse, le myomètre après et la cireuse. Donc cet hématome-là va infiltrer le muscle utérin, ça va donner l'utérus couvert. D'accord, docteur. Alors l'autre question, je n'ai pas bien suivi, tu peux pas répondre s'il te plaît. Ma deuxième préoccupation, c'était par rapport au mécanisme par lequel les anomalies de la placentation sont un facteur de risque de rupture utérine. Est-ce que c'est lié au fait qu'ils peuvent entraîner des césariennes antérieures avec hystérectomie, avec hystérotomie, ou bien c'est lié est-ce qu'un mécanisme, est-ce que l'une anomalie de la placentation en lui-même, pour cette grossesse, peut entraîner une rupture utérine? Alors, tout d'abord, l'utérus cicatriciel est un facteur de risque. On est d'accord déjà. Hmm? Oui, docteur. Donc, on n'est pas à un série précédent. La placentation, ça met la placentation actuelle. C'est-à-dire qu'une anomalie de la placentation, autant pour moi, au cours de la grossesse actuelle, expose la patiente à avoir une rupture utérine. On se comprend. Le mécanisme va avoir très bien Oui. élucidé. Les anomalies de la placentation ont été associées à des ruptures utérines. D'accord, docteur. Autre question? Bonsoir à tous les panélistes. Je suis le docteur Georges. J'avais deux questions et peut-être un ajout. Allô, vous me suivez? Allô? Oui. Vous me suivez? Oui. D'accord. Alors, excusez-moi. Voilà. Déjà, merci pour cette très belle présentation. Nous sommes devant le thème des hémorragies du troisième trimestre de grossesse qui sont assez fréquents. Voilà. Et le petit ajout que je vais employer, c'est que je m'attendais à ce que vous parliez de ça aussi. Vous mettez vraiment une insistance dans cet exposé, c'est-à-dire les hémorragies dues au placenta prévia. Voilà, on sait tous le segment inférieur, c'est à partir du troisième trimestre de grossesse et à titre de rappel, 28e semaine, que cela se forme et atteint sa maturité à 10 cm lorsque la grossesse est atteinte. Ça, c'est le segment inférieur. Donc, placenta prévia, troisième trimestre, au dépend du segment inférieur. Alors, dans toutes les classifications de placenta du prévia, il est important de mentionner que le toucher vaginal est proscrit. Donc, pas de toucher vaginal car risque d'entraîner des hémorragies cataclysmiques. Donc, une échographie, vous avez déjà rappelé dans votre brillant exposé, l'échographie doit être faite à la fois pour caractériser le type de placenta prévia. Bon, maintenant, c'est vrai que j'ai une question que j'ai envie de poser. Est-ce que, en somme, on va dire les placentas prévia, qu'importe leur type, sont une indication absolue relative de césarienne? Pareil pour les placentas abruptio. Ça, c'est la première question. Et également, j'aimerais que vous expliquiez, vous êtes un peu passé en flèche, il est important de s'appeler là, de parler de ce segment inférieur. Quel est son rôle? À quel moment il se forme? Bon, voilà. Il y a, je crois, un panéliste qui a intervenu en posant la question dans les discussions. Bon, merci, c'est mon intervention. Merci à tout le monde.
Merci, docteur. Je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, vous n'avez pas bien suivi. Dans les rappels anatomiques, j'ai commencé par dire que l'entité anatomique la plus importante de notre sujet, c'était le placenta, c'était les segments inférieurs. J'ai dit que le segment inférieur se formait à partir de la 20e semaine, qu'il avait entre 8 cm de longueur et 10 cm de largeur, et qu'il venait remplacer l'isthme, qui est cette partie de l'utérus chez la femme qui n'est pas enceinte. J'ai également dit que le placenta prévia commençait à saigner lors de la construction de ce segment inférieur-là, parce que dans son allongement, il va décoller un peu le placenta, il y aura des petits saignements. C'est pour ça que les saignements commencent à la 20e semaine. Donc, j'ai également dit dans mon exposé que le toucher vaginal est contre-indiqué lorsqu'on suspecte un placenta prévia. Je l'ai même mentionné en rouge. Je l'ai écrit en rouge. Toucher vaginal est contre-indiqué parce que j'ai dit qu'il y a un risque énorme d'aggraver le saignement lorsqu'on est devant un placenta prévia. Donc, j'ai mentionné ça en toucher vaginal contre-indiqué. Alors, par rapport à votre question, est-ce qu'il faut retenir que devant un placenta prévia ou un placenta abotio, c'est une césarienne? Ma réponse est non. La césarienne est l'une des voies d'accouchement, mais cela est fonction de la maladie que nous avons. En ce qui concerne le placenta prévia, j'ai dit que toute hémorragie qui va menacer la vie de la mère sera prise en charge par une césarienne d'urgence. Ça veut dire que si on a un placenta prévia hémorragique qui menace la vie de la mère, ici, nous sommes obligés, nous avons l'obligation de faire une césarienne d'urgence parce qu'il faut sauver la vie de la mère. Et j'ai dit que maintenant, les voies d'accouchement seront fonction de certains critères, à savoir le type de placenta, l'âge de la grossesse, l'abondance du saignement. Si nous avons une patiente qui a un placenta prévia mineur, c'est-à-dire 1A, 1B ou 2A, ce sont des placentas prévia qui peuvent être pris, qui peuvent accoucher, des patients qui peuvent accoucher par voie basse. Si et seulement si l'état hémodynamique de la patiente nous le permet. Également, si nous avons une patiente qui a un placenta prévia mineur qui a un stade avancé de son travail, sans trouble hémodynamique, l'accouchement par voie basse peut se faire. Dans le placenta abruptio, tout est fonction de la captation de chair. Les chairs A, chair 1 et chair 2, le fœtus est vivant, l'hématome est constitué, donc il faut faire sortir le fœtus le plus rapidement possible pour ne pas le perdre. Et ici, la voie d'accouchement sera la voie la plus rapide. Si nous avons une dilatation avancée, nous avons un travail qui est proche de la phase expulsive, on va faire un accouchement par voie basse. Si nous avons un accouchement, un travail qui est au début, 3 cm, 4 cm, phase de latence, on va réaliser une césarienne d'urgence. Le chair 3A, le fœtus est décédé, on n'a pas trouvé la coagulation, on peut faire accoucher la voie basse. La personne n'a pas la voie basse. Si on a un 3B, j'ai répété, on corrige les troubles de la coagulation et on fait accoucher notre malade. Donc, les indications sont bien codifiées. Elles sont en fonction de l'état maternel, du type de placenta prévia ou de placenta abruptio et de la vitalité fœtale ou pas. Donc, je précisais encore ça. Merci, docteur. Une autre question, s'il vous plaît. J'espère que j'ai pu répondre à vos attentes. Oui, merci beaucoup. Merci, docteur. Merci. Allô? Bonsoir, docteur. Allô? J'ai une question. Je peux la poser. Allô? 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 Nous vous écoutons, allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci de la présentation. Ici, le docteur Ebama. Vous avez parlé tout à l'heure de placenta prévia hémorragique. J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut être dans les cas où on a un placenta prévia non hémorragique? Oui. Placenta prévia hémorragique veut dire que le placenta est en train de saigner pendant votre patiente. Donc, ça veut dire que Exactement.
peut arriver que la patiente décrit un saignement que vous n'objectivez plus. Et là, comme je l'ai dit dans mon topo, la prise en charge sera un traitement conservateur. On va hospitaliser la malade, la mettre au repos. Et c'est une surveillance armée avec préparation pour la chirurgie en cas de nouvel épisode de saignement. Donc là, quand on dit placenta prévieux hémorragique, c'est un saignement qui est actif et qui peut être en train de menacer la vie de la mère ou pas. Donc, c'est pour ça qu'un placenta prévieux peut, au moment où nous voyons la patiente, j'ai pu vous répondre à votre question. Oui, ok, merci. Une autre question? Il y en a encore? Oui, docteur, excusez-moi, si je me permets encore, j'ai une question. Alors, le syndrome de Sheehan, comme complication dans le placenta abruption. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce qu'on peut se retrouver à avoir une complication comme syndrome de Sheehan? Vraiment, si à titre de rappel, vraiment pour nous rappeler un peu, je ne comprends pas très bien. Alors, Voilà. le syndrome de Sheehan, c'est le panhypopituitarisme. C'est-à-dire c'est une nécrose hypophysaire qui est secondaire à une hémorragie importante durant la grossesse. Ça peut être une hémorragie du postpartum, ça peut être un placenta prévial, ça peut être un placenta abruption. Tout saignement abondant qui va nous mettre dans un état de choc peut entraîner une nécrose hypophysaire. Et c'est donc la complication à long terme de ce choc, de cette nécrose, qui va être le syndrome de Sheehan. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que ce n'est pas seulement dans l'hémorragie postpartum, comme par exemple le Sheehan. Lorsqu'on a une dépétition de sang qui nous met dans un état de choc, qui entraîne une nécrose, on peut avoir un syndrome de Sheehan. Donc, dans le placenta abruption également, si on a une hémorragie importante avec choc hémorragique, on peut avoir à long terme un syndrome de Sheehan. Je ne sais pas si vous D'accord, avez compris. Non, je comprends. Je comprends l'insuffisance anti-hypophysaire. Donc, ça veut dire, en fait, c'est une complication à long terme, docteur. C'est ce que ça veut dire. À long terme, exactement, à long terme. Voilà. Donc, Ce n'est pas là, puisque oui, il serait c'est au donc long terme que la il serait mieux dans votre exposé à chaque fois de sortir les complications à court terme et à long terme. Parce que quand on voit comme ça, on se dit, voilà, c'est lié directement, immédiatement après ce choc hémorragique. Mais ça peut aller parfois, je pense bien jusqu'à des années, 6, 7, 8, 10 ans avant d'avoir ce syndrome. Oui, donc c'est vraiment long terme, voilà, c'est important de préciser. Merci. C'est au long terme. C'est une personne qui va se plaindre au long terme d'aménorrhée. Elle va se plaindre d'aménorrhée, elle ne peut pas allaiter et ce genre de choses. Donc, c'est une complication à long terme. C'est une complication à court terme. C'est vrai que je ne suis pas allé en détaillant long terme, court terme dans mon exposé. Merci. Donc. S'il vous plaît, docteur. Allô? Allô? Je vous écoute. Oui, bonsoir. Merci au présentateur. Moi, c'est Dr Kindo Soukouma depuis le Burkina Faso, médecin généraliste. Oui, j'ai suivi vraiment l'exposé avec attention. C'était très intéressant. Et je voudrais peut-être qu'on me donne une petite précision sur l'utérus de Couvelet. Je voudrais revenir sur ça. Voilà, parce qu'il s'agit d'une complication qui est redoutable. Je voudrais savoir un peu l'infiltration du myomètre. Quelle peut être la conséquence ultérieure de façon très spécifique? Voilà, je voudrais une précision à ce niveau. Merci. D'accord. Donc, ce que je disais, c'est que, par exemple, lors d'un match de football, on a un hématome qui se constitue. L'hématome va se résorber, c'est le muscle. C'est la même chose avec la musculature utérine. Ce sang va être au long terme. Et il peut arriver à une situation qui est initiale, puisque l'utérus oculaire, vous pouvez ne jamais le découvrir. Si vous ne faites pas une césarienne, si vous n'avez pas accès à l'utérus, vous pouvez ne pas voir qu'il y a un utérus oculaire. Donc, ce n'est pas
C'est pour ça que j'ai posé que ce n'est pas parce qu'il y a des ouvulaires qu'on doit faire une hystérectomie et que même ce sang peut se résorber, ce que je disais. Autre question? On prend... Oui, allô, à l'intervenant tout à l'heure, je voulais quand même ajouter que cet utérus de Couvelaire dont on parle, c'est lui qui augmente le risque de rupture, hein. Et comme vous l'avez bien signalé, c'est au décours en général d'une césarienne qu'on va faire la découverte de cet utérus de Couvelaire. Donc, c'est un aspect vraiment d'hématome bleuté. On a une sorte un peu d'hypoxie, comme si on a un défaut d'oxygénation, je ne sais pas, de vascularisation, c'est vraiment bleuté, cyanosé, utérin. Et il y a aussi également ce risque de CIVD qui est vraiment maximal. Vraiment, c'est l'ajout que je voulais faire. C'est plus pendant la césarienne qu'on découvre. Et ce n'est pas toujours une complication à redouter, hein, parce que comme vous l'avez dit, ça peut se résorber. Voilà. Donc, il y a des aspirations, il y a des techniques à faire pendant la césarienne pour pouvoir encourager la rapidité de résorption de cet hématome. Donc voilà, c'est un ajout, merci. Merci, docteur, merci. Exactement, merci. S'il vous plaît, docteur. Oui. S'il vous plaît. En fait, je suis revenue, j'avais une préoccupation et un de mes aînés l'a soumis dans les discussions. Est-ce que quand on parle d'hémorragie du troisième trimestre, c'est l'entité spécifique ou bien, par exemple, une déchirure cervicale ou bien d'autres types d'hémorragie autour de l'utérus? Mais génitales ne peuvent pas être considérées, ne peuvent pas y être classées. Pourquoi est-ce qu'on a seulement pris les aspects utérins et Je remets placentaires? la classification, si tu permets. J'ai dit qu'on avait des causes qui sont obstétricales et des causes qui sont non obstétricales. Donc, dans les causes non obstétricales, tu peux avoir les traumatismes cervicaux, traumatismes vaginaux, tu peux avoir une déchirure du Douglas après un rapport sexuel, tu peux avoir un cancer du col, tu peux avoir un polype. Mais les principales causes d'hémorragie du troisième trimestre sont les causes obstétricales. Et ce sont les plus redoutables, celles qui engagent le pronostic maternel et fœtal. C'est pour ça que dans notre topo, nous sommes appesantis sur ces causes obstétricales. Mais ça ne voudrait pas dire qu'en dehors du placenta abruptio, du placenta prévia ou de la rupture utérine, du IVI chaud ou alors de l'hémorragie bentiseur, il n'y a pas une autre cause d'hémorragie du troisième trimestre. Je ne sais pas si tu as saisi la nuance. C'était un choix pour nous de ne parler que des causes obstétricales parce qu'elles sont les plus importantes. D'accord, merci, docteur. Bonsoir à tout le monde. Je suis docteur Eric Senga. Merci beaucoup. La présentation était bonne, hein. Je vous remercie beaucoup. Et puis, vous avez essayé de différencier tout, et donc de démontrer la différence entre le placenta previa et placenta abortio. Merci encore. Et vous avez insisté également sur le donc, dans l'examen physique, le toucher vaginal est proscrit et contre-indiqué. Merci encore pour ça, docteur. Et je voulais également tout simplement mettre un petit ajout sur l'intérêt de la corticothérapie avant la 34e semaine de la grossesse dans la prise en charge conservatrice. Et ça aussi, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas suivi, mais l'intérêt de la corticothérapie aussi a un intérêt capital dans la maturation pulmonaire. Donc, je voulais tout simplement mettre un petit ajout sur ça. Il faut bien le mentionner. Et encore, merci beaucoup pour tout le monde. Et merci beaucoup pour l'organisation du Medicomind, c'est bien. Les exposés qu'on suit tous les jours, donc ça a un intérêt pour tout le monde dans tous les pays. Et merci encore pour tout le monde. Merci. Oui, merci beaucoup, docteur. Merci. Effectivement. Oui, en plus de la corticothérapie aussi, pensez à voilà, l'alloimmunisation au gamma-globulines anti-B, hein, si voilà, la maman est de registre négatif. Toujours important de rappeler cela. Maturation pulmonaire avec les corticos. Merci beaucoup, docteur, pour cet ajout. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci beaucoup. Merci. Alors, d'autres préoccupations, d'autres ajouts? Oui, j'ai une question, docteur. Oui.
Je voulais savoir quels sont les éléments paracliniques pour faire le diagnostic d'une rupture utérine. Là, c'est des éléments cliniques, mais la paraclinique, je n'ai pas trop vu. Oui, j'ai justement pas parlé de paraclinique parce que la rupture utérine est un diagnostic clinique. Ah, La d'accord. rupture utérine est le seul élément paraclinique, c'est-à-dire qui vient en renfort de nos arguments cliniques, c'est la parasynthèse, qui est considérée, qui n'est pas un examen clinique en tant que tel, il fait partie des examens cliniques habituels. Cette parasynthèse, c'est-à-dire avec une seringue, on va faire une ponction intra-abdominale au niveau du tiers interne, qui va de la fosse iliaque, de l'épine iliaque antéro-supérieure gauche à l'ombilic, tiers interne. On va faire une ponction et sa ponction va ramener du sang. Ça signe d'hémorragie interne. C'est un peu comme quand on veut faire une parasynthèse. Avant, on finit par dans les suspicions de grossesse utérine rompue. Donc, sinon, le diagnostic de rupture utérine est clinique. On a nos arguments anamnestiques, on a nos arguments cliniques. On va pas aller faire une échographie pour se rassurer qu'il y a une rupture utérine. Notre patient va décider sur la table d'échographie même. Aucun radiologue ne passe si vous faites une échographie pour suspicion de rupture utérine. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Le diagnostic, il est clinique. C'est bon, c'est compris? Merci beaucoup. Oui, c'est compris. Merci à vous. Autre préoccupation? D'accord, je crois qu'il n'y en a plus. On va... Oui, docteur, excusez-moi, s'il vous plaît. Oui. Revenez sur la diapositive qui parlait de l'anatomie de l'utérus gravive, là, s'il vous plaît. Oh, oui. Ici. Voilà. Alors, bon, c'est vrai qu'on sait les trois parties d'un utérus, et même s'il n'est pas gravide, c'est le corps, c'est le col, et puis c'est l'isthme. Donc là, c'est gravide, vous avez pensé au corps de l'utérus, segment inférieur, bon voilà. Et puis le col utérin, bon voilà, on est au troisième trimestre. Et il faut quand même rappeler qu'il y a l'isthme aussi qui constitue l'utérus, même si sur le plan gravide, ça ne va pas. Il faut parler de l'isthme. Oui, je n'ai pas voulu m'attarder beaucoup là-dessus parce que ça n'a pas une grosse implication. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que l'utérus, normalement, c'est trois parties, le col et l'isthme. Mais dans notre cadre, nous sommes dans le corps et le segment inférieur. Segment inférieur qui a une grosse importance dans les hémorragies du troisième trimestre. Merci encore pour l'intervention, docteur. Alors, je pense qu'on a passé 2 bonnes heures ensemble et qu'on a pu discuter de long en large des hémorragies du troisième trimestre. Et avec tout le département, on va voir comment est-ce qu'on peut partager ce diaporama avec vous. Et j'espère que nous avons pu répondre à vos attentes et que les discussions ont été fructueuses et intéressantes. Donc, merci beaucoup. Je te remets la parole pour la fin de la réunion. D'accord, docteur. Merci à tous les participants d'avoir répondu présent à Medical Mind. Nous restons toujours à votre écoute. Et pour ceux qui ont encore des questions, vous pouvez les laisser dans la rubrique discussion et on vous les répondra en temps opportun. Donc, vous remercie. Merci, docteur. Merci à tous les participants. Bonne soirée, bon week-end et bon début de semaine. Merci.